Mesdames, Messieurs, désolé de vous avoir fait attendre, mais c'est vrai que la journée se prêtait un peu à la flânerie, mais dans d'excellentes conditions. On commence immédiatement sur le thème de l'instrumentalisation du patrimoine ou le détournement de la protection du patrimoine. Et Philippe Roussel-Gall a, vous vous en souvenez, ce matin, fait la transition. Ce qui nous amène à parler de droit du travail, puis de droit des affaires, et puis plus tard de droit fiscal, et de commencer sur les mesures de protection du patrimoine en droit du travail par l'intervention de M. Damien Chenu sur les ripostes à l'instrumentalisation du patrimoine et l'exemple du droit social. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, et comme la coutume m'y oblige, je tiens à remercier particulièrement les organisateurs, Sabrina et Patrice, pour m'avoir convié à cet événement. Mes remerciements sont d'autant plus sincères que, programmés en tout début d'après-midi, je pourrais profiter de la sieste de l'auditoire pour éviter que les sottises que je vais raconter ne soient ébruitées au-delà de ces murs. Il est vrai que lorsque Sabrina m'a proposé de participer à ce colloque, j'avais eu immédiatement une idée assez précise de ce que j'allais dire. Mais ce n'était qu'une illusion, car plus l'événement approchait, plus ma pensée devenait floue. J'y reviendrai. En effet, le droit social n'envisage le patrimoine que de façon assez réduite. On ne trouve dans le Code du travail que 2 articles, dont le libellé, comprennent le mot patrimoine. À l'article L 2135-1, qui envisage la comptabilité des syndicats professionnels, et à l'article L 2325-1 du même Code du travail, qui reconnaît la personnalité morale au comité d'entreprise, lequel dispose alors d'un patrimoine. L'instrumentalisation du patrimoine des syndicats et du comité d'entreprise aurait pu guider mes propos, et aurait donc pu figurer au programme de ce matin. Néanmoins, j'ai préféré scruter le droit social à l'aune d'un sujet différent, celui de la position toujours originale de la protection du patrimoine en droit social. Du patrimoine de salarié, il ne sera presque rien dit, sauf à envisager la situation de l'employeur et du salarié comme des vases communicants, l'un croîtrait à mesure que l'autre diminuerait. Cette configuration n'est pas naturelle, puisque si le contrat de travail est un contrat conclu à titre onéreux et qu'il amène l'employeur à verser un salaire, donc à s'appauvrir, sa conclusion a pour but d'accroître le patrimoine de l'ensemble des parties autour de la prospérité de l'entreprise. Cette situation est vertueuse et correspond au schéma idéal pour l'ensemble des parties. Mais il existe également certaines situations dans lesquelles les intérêts des parties sont contraires, à savoir au contentieux. C'est en effet en matière contentieuse que le droit social a forgé une notion singulière permettant aux salariés de passer outre la protection du patrimoine de l'entreprise. Cette notion, c'est le co-emploi. Le co-emploi est né de la jurisprudence, en réaction aux techniques utilisées pour fragmenter une entreprise en plusieurs sociétés. Cet objectif de réunion du droit social, à rebours de la volonté de scinder en droit des sociétés, n'est pas nouvelle. Pensons notamment à l'émergence jurisprudentielle, puis légale, de l'unité économico-sociale, qui permet de prendre en compte un niveau supérieur à l'entreprise pour la mise en place des représentations du personnel. Le co-emploi se distingue toutefois de l'UES en ce qu'il vise principalement à permettre aux salariés de contourner la fragmentation du patrimoine de l'entreprise. En cela, le co-emploi se présente comme une riposte à la protection du patrimoine de l'entreprise par le jeu de la scission d'activité. L'un des objectifs, par ailleurs parfaitement légitimes, des constitutions de groupe en droit des sociétés est d'isoler certaines parties du patrimoine de l'entreprise dans certaines de ses composantes afin d'éviter de les exposer à certains risques. Les abus de ces pratiques sont sanctionnés par le droit des sociétés, aussi bien civilement que pénalement. Sur le plan du droit pénal, l'abus de biens sociaux vient notamment sanctionner le vampirisme d'une société envers une autre du même groupe. En matière civile, l'apparence, la confusion de patrimoine ou l'action en insuffisance d'actifs permettent de pallier les situations les plus graves. Ces différentes techniques ne permettent toutefois pas de faire respecter l'ensemble de ces obligations sociales par l'employeur. Il faut ici préciser, et immédiatement, que le droit des sociétés n'est pas le seul en cause. La Chambre sociale de la Cour de cassation admet en effet que la cessation d'activité de l'entreprise puisse à elle seule motiver le licenciement pour motif économique.
La tentation de vider l'entreprise de son patrimoine pour pouvoir ensuite fermer l'entreprise et licencier les salariés est donc grande. C'est précisément pour répondre efficacement à ce type de situation que l'action en co-emploi a été reconnue par la Cour de cassation. Vous l'aurez compris, l'action en co-emploi permet à un salarié d'attraire un tiers à la relation de travail devant le juge afin de le voir reconnaître la qualité de co-employeur. Là, ce sera arrêté le corps de mon introduction si le colloque avait dû se dérouler au mois de juin. Mais nous sommes au mois de septembre. Ce qui m'oblige à évoquer avec vous 3 arrêts rendus par la Cour de cassation, chambre sociale, pour l'un le 2 juillet 2014 et pour les 2 autres le 8 juillet. Dans ces arrêts, la Cour de cassation semble abandonner la théorie du co-emploi telle que nous la connaissons pour emprunter des chemins différents et ramener les parties dans le giron du droit commun de la responsabilité civile. À la lecture de ces arrêts, la question qui me taraude est de savoir si je n'ai pas, pendant quelques années, succombé à une illusion qui aurait été dissipée par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Au soutien de cette thèse, il faut avouer que les tenants et les aboutissants de l'action en co-emploi n'avaient jamais été parfaitement cernés, amenant notamment Jean-François Césarot à avancer que le co-emploi n'était finalement qu'un phénomène de paramnésie juridique. La paramnésie, que l'on nomme également déjà vu, amène le sujet à croire qu'il a déjà vécu un moment de sa vie. En médecine, la question est connue, en droit, beaucoup moins. J'envisagerais donc le co-emploi comme une illusion dont la dissipation pourrait bien sonner la fin des illusions des salariés. L'illusion du co-emploi. L'illusion de co-emploi est née d'une volonté de justice élémentaire, celle de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais dans la forêt de Sherwood, Robin des Bois est un hors-la-loi. C'est une action Robin des Bois. La théorie moderne du co-emploi est née afin de suppléer la défaillance économique de l'employeur et sa défaillance dans l'exécution des obligations inhérentes au licenciement pour motif économique. Par nature, la reconnaissance d'une situation de co-emploi est nécessairement judiciaire. Le co-employeur devient co-débiteur d'obligations à l'égard du salarié par décision du juge. On peut attribuer au co-emploi 2 séries d'effets. La première regroupe les obligations qui sont à la charge initiale de l'employeur, ainsi de l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ou de l'obligation de reclassement. La situation est singulière, puisqu'elle permet à la fois d'exiger l'exécution d'une obligation, mais également d'apprécier les modalités de cette exécution au regard des moyens du co-employeur. Notion contentieuse, le co-emploi amène donc le co-employeur à exécuter une obligation qu'il peut légitimement ignorer et à la lumière de moyens qu'il n'a pas eu l'occasion de mettre en œuvre. Le juge peut aussi, à ce titre, exiger du co-employeur d'exécuter l'obligation de fournir du travail. Une seconde série est déduite aux suites d'une éventuelle inexécution de ces obligations. Il s'agit alors, plus prosaïquement, d'obtenir la condamnation du co-employeur à pallier l'inexécution de l'employeur. La logique de responsabilité est au cœur de ces illustrations. Reprocher une faute au co-employeur, c'est donc le rendre co-débiteur de l'obligation qu'il n'a pas contractée et pour laquelle il pouvait légitimement ignorer son existence. Le co-employeur est ainsi placé dans une situation d'autant plus délicate que l'obligation est solidaire, rappelant à cet égard les importantes conséquences pécuniaires de l'inexécution des obligations auxquelles le co-employeur peut être condamné. Ainsi, en cas d'insuffisance dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, le co-employeur peut être amené à payer l'équivalent d'années de salaire. En matière de reclassement, rappelons également que l'inexécution emporte nécessairement la disqualification de la cause de licenciement. L'employeur sera alors amené à payer à tout le moins 6 mois de salaire pour l'ensemble des salariés licenciés. Enfin, et depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la Cour de cassation admet qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente, la réparation prend non seulement en cause les chefs de préjudice visés par le droit de la sécurité sociale, mais aussi l'ensemble des dommages non couverts par le Code de la sécurité sociale. Le co-employeur sera sur ce fondement engagé à réparer l'ensemble du préjudice du salarié. Est-ce tout ? Eh bien non.
Le co-employeur s'expose également aux actions récursoires de l'Agence de garantie des salaires, de l'assurance chômage et de la caisse primaire d'assurance maladie. La question qui se pose ici, bien évidemment, Robin des Bois ne s'est-il pas transformé en bandit de grand chemin? La question est posée. En tout cas, l'action en co-emploi est hors la loi. En effet, l'action emploi est hors la loi car la théorie moderne du co-emploi se dispense régulièrement du rapport de la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre le co-employeur et le salarié. Les juges se satisfont d'une triple confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre l'employeur et un tiers pour caractériser une situation de co-emploi. Selon le mot du conseiller doyen Bailly, la caractérisation d'une situation de co-emploi, je cite, établit que l'employeur avec lequel le salarié a conclu un contrat de travail ne dispose en réalité d'aucune autonomie de décision et par là que l'autorité qu'il exerce sur son personnel est partagée avec un autre qui lui dicte sa conduite, spécialement dans la gestion de son personnel. On aurait apprécié que la Cour précise également le fondement de cette action. Or, en la matière, c'est le silence qui prévaut. On peut dire toutefois, avec certitude, que le co-emploi n'est pas une application de la très restrictive responsabilité de la société mère du fait de sa filiale. Bon. L'étude du contentieux enseigne ainsi que la Cour de cassation reconnaît la qualité de co-employeur à une société sans recueillir qu'elle possède plus de la moitié du capital de la société employeur. La chose est dite. Il est dès lors toutefois extrêmement tentant d'envisager le co-emploi comme une hypothèse d'application de la responsabilité extra-contractuelle du fait d'autrui. Deux fondements peuvent être a priori retenus, la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, ainsi que la responsabilité fondée sur le contrôle de l'activité d'autrui de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Néanmoins, messieurs Césarot et Morvan envisagent tous deux cette idée comme ingénieuse. Toutefois, ces mécanismes sont différents. Au co-emploi, la création d'un rapport de droit permettant de rendre le co-employeur débiteur d'obligations à la responsabilité du fait d'autrui, l'engagement de la responsabilité du répondant du fait de l'auteur du dommage. Co-emploi et responsabilité ne sont pas incompatibles dans leurs principes, mais diffèrent profondément sur leurs effets. Il faut donc rechercher ailleurs. Le fondement du co-emploi ne semble pas pouvoir non plus être recherché dans un éventuel contrat conclu entre le salarié et le co-employeur. En premier lieu, les juges ne recherchent pas un éventuel accord de volonté entre le salarié et le co-employeur. En second lieu, la démarche habituellement employée pour caractériser l'existence du contrat de travail n'est pas suivie, principalement car la jurisprudence se libère de la recherche d'un lien de subordination. Alors, le co-emploi ne serait-il pas finalement un banal avatar de la responsabilité délictuelle? Ce raisonnement est séduisant et a déjà été opéré par plusieurs auteurs. Toutefois, en jurisprudence, la Cour de cassation retient que le comportement de la filiale ou de la société mère n'est pas nécessairement fautif. Il est inhabituel, on le dit, il est exceptionnel, on le dit encore, mais pas nécessairement fautif. De surcroît, les effets prêtés au co-emploi ne sont pas strictement compatibles avec ceux de l'engagement de la responsabilité civile. En effet, le mécanisme de responsabilité ne permet pas d'imputer une obligation à un individu, mais permet notamment de sanctionner la violation d'une obligation préexistante. En toute hypothèse, la Cour de cassation ne s'encombre pas de telles considérations. En témoigne l'arrêt du 2 juillet 2014, dans lequel la Cour de cassation fait une nouvelle fois application du co-emploi à la lumière de la triple confusion d'activité de direction et d'intérêt, mais en ajoutant que cette dernière doit s'apprécier en fonction de l'immixtion du co-employeur dans la gestion. Cette position sonne-t-elle la fin des illusions des salariés?
La fin des illusions des salariés pourrait provenir des arrêts estivaux de la Cour de cassation. Ces arrêts sont topiques d'un resserrement du contrôle du co-emploi par cette dernière. Promettent-ils un sauf-conduit au patrimoine de l'entreprise, lui permettant ainsi de circuler au gré des fragments de l'entreprise? Rien n'est moins sûr. En toute hypothèse, la Cour de cassation s'est une nouvelle fois épargné un retour aux sources qui aurait permis certains éclaircissements. Le sauf-conduit du patrimoine de l'entreprise, à la fin de l'année 2013 et au début de 2014, on a pu constater une salve d'arrêts de la Cour de cassation, tous dans la même direction. Soit la Cour de cassation a prouvé les juges du fond d'avoir écarté la reconnaissance du co-emploi, soit elle exerçait sa censure pour l'avoir retenu sans avoir caractérisé la triple confusion. Le critère de l'immixtion dans la gestion de l'entreprise y fait également son apparition. Ces arrêts annoncent la modification de la jurisprudence de la Cour de cassation opérée dans l'arrêt du 2 juillet 2014, l'arrêt Molex. Dans cette espèce, la Cour exige des juges du fond qu'ils constatent que la triple confusion d'intérêt, d'activité et de direction se manifeste par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la part du co-employeur. Cette modification n'est pas anodine, puisqu'elle implique des juges du fond une recherche plus aboutie. Pratiquement, cela exige des parties et du juge que la preuve soit rapportée d'un comportement particulier du co-employeur. La Cour nous dit, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe. La Cour de cassation fait ici du co-emploi une situation d'exception. Bien évidemment, la Chambre sociale avait déjà eu l'occasion de distinguer les indices du co-emploi des caractères du groupe, l'un ne se confondant pas avec l'autre. Néanmoins, jamais l'affirmation n'avait été aussi nette. Les juges et les plaideurs devront désormais constater une ingérence du co-employeur dans la gestion économique et sociale. Cette ingérence, nécessairement exceptionnelle, est également exercée illégitimement, sans qu'un mandat social d'un représentant de la société dominante ne puisse fonder l'intervention dans la société dominée. Plus avant, le co-employeur est celui qui se distingue au sein d'un groupe comme l'entité s'immisçant dans la gestion d'une autre entité, dans son intérêt propre ou celui du groupe auquel elle appartient. Le patrimoine du co-employeur apparaît dès alors à l'abri d'actions simplement correctives d'équité fondées en droit social, mais totalement déconnectées du droit des sociétés. Cette position resserrée de la Cour de cassation modifie-t-elle fondamentalement la situation? En ce qui concerne le domaine du co-emploi, la réponse est négative. Le droit des licenciements collectifs restera le domaine d'élection privilégié de l'action en co-emploi. Quelques débordements pourront voir le jour, ici et là, notamment en cas d'atteinte à la santé du salarié. En revanche, la solution adoptée réduira drastiquement le nombre de co-employeurs éventuels, ce qui paraît bien être l'un des buts de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Pour s'en convaincre, il suffit de renvoyer aux diverses interventions récentes des conseillers à la Cour de cassation dans les revues juridiques, soulignant chacun leur tour le caractère particulièrement exceptionnel du co-emploi. Lorsque les conditions du co-emploi ne peuvent être réunies, la Cour de cassation invite désormais les plaideurs à se tourner vers le droit de la responsabilité civile. Dans les arrêts du 8 juillet 2014, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir condamné la société mère qui, par ses décisions, aggrave la situation économique difficile de sa filiale, provoque sa disconfiture et la disparition d'emplois. La Cour de cassation admet également que les salariés licenciés pour motif économique exercent une action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre un tiers auquel sont imputées des fautes ayant concouru à la déconfiture de l'entreprise. La responsabilité civile chasse donc le co-emploi. Ces précisions apportées par la Cour de cassation ne mettent toutefois pas un terme aux interrogations nées. La principale d'entre elles demeure intacte. La question du fondement du co-emploi. Il faut donc opérer un retour aux sources. L'arrêt Molex ne renseigne pas sur le fondement du co-emploi. Et les arrêts du 8 juillet visent les articles 1382 et 1383 du Code civil, mais sans concerner directement le co-emploi. Le patrimoine du co-employeur est-il sauf? La question reste posée. Du point de vue de ces sources, une réorganisation s'impose toutefois.
Rappelons rapidement que les modalités du co-emploi excluent que l'action formée pour la reconnaître soit de nature contractuelle. Le fait générateur du co-emploi est un fait juridique. On pense immédiatement à la responsabilité du fait d'autrui ou la responsabilité du fait personnel. Néanmoins, leurs effets ne sont pas compatibles avec ceux reconnus en co-emploi. De surcroît, les arrêts du 8 juillet 2014 se fondent sur les articles 1382 et 1383 du Code du travail pour caractériser une situation qui ne répond pas à celle du co-emploi. Une solution, et c'est une proposition, pourrait être trouvée du côté du quasi-contrat. Je suis d'accord, le raccourci est aisé. Le co-employeur serait-il un quasi-employeur? Et par là, ne pourrait-on l'expliquer par le quasi-contrat des articles 1372 et suivants du Code civil? La question mérite d'être posée au-delà d'une simple évidence matérielle. Le quasi-contrat est en fait un fait purement volontaire de l'homme dont il résulte un engagement envers un tiers. L'immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale correspond au présupposé de la règle, un fait purement volontaire, alors que la création d'obligations correspond aux effets, engagement envers un tiers. Le mécanisme du quasi-contrat est ainsi compatible avec le co-emploi, qui prend sa source dans un fait juridique et développe les effets d'un acte juridique. Bien évidemment, le co-emploi ne correspond ni à la gestion d'affaires, ni à la répétition de l'indu, ni même à l'enrichissement sans cause. En revanche, la Cour de cassation a encore ouvert la porte des catégories de quasi-contrat à une nouvelle logique avec la question des loteries publicitaires. Notamment la question de savoir si le fait générateur d'un quasi-contrat peut être illicite a reçu une réponse positive. Or, l'immixtion du co-employeur peut être jugée abusive, notamment lorsqu'il intervient sans égard pour la situation financière de la société employeur. Le recours au quasi-contrat permet ainsi de pallier les difficultés nées de l'incompatibilité entre le fait générateur du co-emploi et les effets qui lui sont attribués par la jurisprudence. Elle transcende en cela la distinction entre contrat, délit et quasi-délit. Ce recours permet également d'installer un ordre dans les recours des salariés en cas de difficulté de l'entreprise. Les recours de nature contractuelle sont réservés à ceux dirigés contre l'employeur, autour de la question de la validité du licenciement et de la diligence dans la mise en œuvre des obligations sociales. Le patrimoine des tiers est donc sauf. A l'inverse, lorsque celui-ci intervient dans les affaires de sa filiale, il expose son patrimoine. Dans cette situation, deux cas de figure. Si l'acte est inhabituel au regard de la pratique des affaires, sans être nécessairement fautif, et qu'il témoigne d'une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur, alors le recours est de nature quasi contractuelle. Soit l'acte est fautif, et il pourrait être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. La situation répond ainsi à la fonction de garantie du patrimoine et permet également une appréciation du comportement du tiers. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Chelu. Non, vous avez fait aussi vite que possible et c'était passionnant. Ce matin, on vous avait dit que le co-emploi, on n'y comprenait rien. Enfin, c'est Philippe Roussel-Gall et j'approuvais. Grâce à vous, on comprend. On comprend. Je voudrais vous faire part d'une réflexion, très brièvement. Je dois dire que j'ai passé l'été en ignorant les arrêts du 2 et du 8 juillet 2014. J'ai donc complètement manqué mon été. Ça aurait été quand même plus judicieux de lire le bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Ce qui me frappe, c'est qu'à peu près à la même époque, mais juste avant, je présidais une réunion au Sénat à laquelle Alain Lacabaratz, qui était président de la Chambre sociale de la Cour de cassation jusqu'au 30 juin dernier, parlait de droit social et des évolutions du droit social devant un parterre de directeurs des relations humaines et de docteurs en droit. Et à un moment donné, et je vous faisais une allusion indirecte ce matin en vous répondant à cela, il m'a dit, et je ne lui ai pas répondu, et j'ai bien fait, il faudrait quand même que la Chambre commerciale et la Chambre sociale unifient la notion de direction de fait. J'ai bien fait de ne pas lui répondre parce que j'aurais été impertinent, puis je ne me suis pas permis, j'étais en activité, puis bref, c'était lui le conférencier. Mais ce qui me frappe, je vous soumets ça à votre réflexion. Ce qui me frappe, c'est que quand on parle dans l'arrêt du 2 juillet 2014 de l'intérêt, de l'activité et de la direction, avec une immixtion dans la gestion, on est quand même bigrement
dans le contexte d'une direction de fait. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu la bonne inspiration. Je vais vous dire, moi personnellement, je ne suis pas absolument sûr que ce soit la bonne voie. En tout cas, ils cherchent. Ils cherchent quelque chose. Hein, ils cherchent quelque chose. Je crois qu'on n'a pas intérêt à faire une confusion. Ce n'est pas la même chose que la direction de fait, mais ça y ressemble un peu. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, voilà. Vous n'avez rien entendu, je n'ai rien dit, rien ne sera publié. Mais c'était public, hein, ce que je dis là dans mes propos avec Alana Kabaratz, sachant que la Cour de cassation vient de connaître une mutation extraordinaire, puisque le 26 août, on a installé 4 nouveaux présidents de chambre et un nombre de conseillers référendaires et d'avocats généraux référendaires exceptionnels. Je crois que le quart des effectifs de la Cour de cassation a été renouvelé en une fois. Alors, c'est bien parce que ça fait du sang neuf. Ça peut faire des revirements de jurisprudence qu'on n'a pas forcément conçus et prévus à l'avance, parce qu'une majorité... Bon, on verra bien. Mais ils sont très bons, bien sûr. Alors, ils sont franchement très bons. Je donne la parole à Catherine Vincent pour qu'elle nous parle des associés indéfiniment responsables et le droit des entreprises en difficulté, ce qui est le premier volet des mesures de protection du patrimoine en droit des affaires.